Le 23 juin 2008, le corps de Caroline Marcel, une mère de famille âgée de 42 ans, est retrouvé sur les bords de la rivière le Loiret. La femme est retrouvée en partie dénudée et porte plusieurs marques de coups. Il ne fait alors aucun doute qu'elle ait été victime d'un crime. Mais que lui est-il arrivé ce jour-là? Qui a bien pu commettre un crime aussi atroce? Est-ce que nous le saurons même un jour? C'est pour ça que l'on va se replonger dans l'histoire de Caroline Marcel dans ce premier épisode de Cold Case. Alors que vous regardiez la vidéo ou que vous soyez en train de l'écouter en mode podcast, c'est parti pour le premier épisode de Cold Case. Les années passent, les indices s'effacent, mais certaines affaires refusent de sombrer dans l'oubli. Des vies brisées, des mystères non résolus et des questions qui hantent encore les esprits. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces histoires que nous devons garder en mémoire, pour qu'un jour justice soit faite, pour que les milliers de victimes et leurs familles trouvent la paix. Bienvenue sur cette chaîne où les Cold Cases reprennent vie. En ce matin du lundi 23 juin 2008, Patrice Adams-Zak, excusez-moi si je prononce mal son nom, c'est donc l'ex-mari de Caroline Marcel et aussi le père de sa fille, et il vient d'ailleurs déposer celle-ci à l'école. Il l'avait donc pour le week-end et il attend Caroline qui a l'habitude de venir à ce rendez-vous tous les lundis matins pour venir accompagner sa fille à l'école également, sauf que ce jour-là, elle ne vient pas. Patrice va l'attendre, mais elle ne viendra toujours pas, et il trouve ça un peu étrange et va lui passer plusieurs coups de fil auxquels elle ne répondra pas. Il rentre cependant chez lui, ce qu'elle a dû oublier, qu'elle a eu un empêchement ou quoi. Bref, il s'inquiète pas plus que ça, et c'est vers 19h que la directrice de l'école va l'appeler pour lui dire de venir chercher sa fille, puisque Caroline n'est pas venue, ce qui n'est absolument pas dans ses habitudes. Donc là, il va commencer à s'inquiéter un peu plus, il va aller chercher sa fille et va vraiment commencer à la joindre de plus en plus, mais toujours sans aucun succès. Son inquiétude est bien trop grande, il décide d'appeler la police qui va lui dire de se rendre au poste central d'Orléans le lendemain. Dans la même journée, une amie de Caroline, donc qui s'appelle Anissa, reçoit un coup de téléphone de la mère de Caroline qui lui demande d'aller vérifier donc au domicile de sa fille s'il n'y a pas de problème parce que son alarme s'est déclenchée mais qu'elle pense que c'est rien de très grave, que ça doit juste être Caroline qui a oublié de fermer une des portes, que bref voilà. Et donc Anissa va se rendre au domicile et là, surprise, puisqu'elle tombe sur des policiers qui sont au domicile de Caroline et qui vont lui demander de l'interroger le lendemain, donc de se rendre également au poste de police auquel Patrice, son ex-mari, doit aussi se rendre le lendemain. Patrice et Anissa se rendent donc au commissariat comme convenu, et là-bas on leur annonce une terrible nouvelle, puisqu'ils ont en effet retrouvé un corps le long du Loiret, et ce corps est potentiellement celui de Caroline. Il attend d'être identifié, mais les policiers suivent plutôt cette piste. C'est Vincent Marcel, le frère de Caroline, qui va aller identifier le corps et va en effet reconnaître sa sœur, et à partir de ce moment-là, l'enquête va pouvoir réellement démarrer. L'autopsie commence, puisque ça y est, il y a eu identification du corps, et là, les horreurs de ce que Caroline a vécu dans ces dernières minutes vont être révélées. Elle a des ecchymoses sur le front, les joues et les lèvres, elle a aussi des lésions au niveau de la mandibule, donc c'est au niveau de la mâchoire inférieure, et il y a aussi une grande plaie à l'arrière de son crâne qui montre qu'elle aurait potentiellement reçu un coup extrêmement violent, ou en tout cas qu'elle serait tombée de manière très violente, ce qui lui aurait causé cette grosse plaie. Il y a aussi 2 traces d'étranglement qui montrent qu'elle aurait été étranglée tout en étant maintenue fermement la tête contre le sol. Pour finir ce calvaire que Caroline a vécu, on trouve des traces de violence sexuelle puisqu'une branche a été insérée dans ses parties intimes. Cependant, au vu de l'autopsie, on constate assez rapidement qu'il n'y a aucune déchirure ou autre à l'intérieur de ses parties intimes. Et donc ça montre qu'elle était soit inconsciente, donc elle n'a pas pu se défendre ou son corps n'a pas pu réagir, ou alors qu'elle était déjà morte quand ces violences ont eu lieu, quand les branches ont été insérées dans ces parties. De là, on peut en conclure que le tueur aurait fait potentiellement semblant, aurait simulé une agression sexuelle pour mener sur une piste complètement différente de la réalité, pour mener un peu sur la piste de l'agresseur sexuel, alors qu'il pourrait en être tout autre. Finalement, l'heure du décès est estimée au dimanche 22 juin, soit juste la veille, entre midi et minuit, ce qui est une plage horaire qui est vraiment assez large.
Pour comprendre tout le contexte autour de sa mort et tout ce qui a pu y mener, on remonte en 1992. C'est là qu'elle rencontre Patrice, qui va devenir son mari et puis plus tard le père de sa fille. Ils filent le parfait amour, mais 3 ans avant le meurtre, ils décident de divorcer. Ils se séparent et elle refait sa vie, elle rencontre quelqu'un d'autre et ce quelqu'un, ce n'est nul autre que son patron, puisqu'elle se met à sortir avec lui. Mais très rapidement, l'histoire qui commençait tout beau tout rose finit plutôt mal. Elle découvre qu'en fait elle ne peut plus le supporter au bout de quelques temps et décide de se séparer de lui très peu de temps avant sa mort. Et en effet, le vendredi soir qui a précédé sa mort, donc elle est décédée malheureusement le dimanche, Patrice va passer chez elle pour récupérer sa fille pour la voir pour le week-end, puisqu'ils étaient en garde partagée, et il va déclarer qu'il l'avait trouvée vraiment apaisée et puis bien de cette rupture, bien remise en tout cas, et qu'elle semblait même beaucoup mieux, puisque vous allez le voir, cette relation n'avait rien à voir avec le conte de fées. En essayant de retracer un peu son emploi du temps, on se rend compte donc que le samedi, elle va en profiter pour aller faire un peu de shopping, pour prendre un peu du temps pour elle, ça lui fait du bien après cette rupture. En plus voilà, elle a le week-end pour elle, donc quoi de mieux. Mais malheureusement, dans un des magasins dans lequel elle se rend, elle va tomber nez à nez avec l'homme qu'elle vient de quitter, qui est donc son ancien patron et qui était aussi un petit ami vraiment, vraiment violent. Visiblement, lui a du mal à digérer la séparation et des témoins vont même rapporter qu'ils ont été témoins d'une dispute dans le magasin même entre les deux ex-amants. Cet épisode passe et le dimanche matin, Caroline va passer un coup de téléphone à Anissa, donc sa meilleure amie, en lui proposant d'aller faire un jogging. C'est quelque chose qu'elles ont l'habitude de faire assez régulièrement. Mais malheureusement, ce jour-là, Anissa, elle n'est pas à son domicile et donc elle va devoir décliner l'offre en lui disant que de toute manière, ils se rappelleront dans le week-end et que voilà. Mais que malheureusement, elle ne peut pas aller courir avec elle ce jour-là. Dans l'après-midi, Caroline va passer donc un coup de téléphone à sa maman et de fil en aiguille, ils vont parler un petit peu et puis elle va finir par lui dire que elle pense ne rien faire de spécial cet après-midi, qu'elle va faire un peu son jardin, qu'elle va se reposer, mais que ça va pas être violent quoi. Après ce coup de téléphone à sa maman où elle disait donc qu'elle ne comptait pas sortir, et ben en fin de journée elle décide tout de même de quitter son domicile. Alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il y a quelque chose, un élément extérieur qui l'aurait poussé à quitter son domicile ou simplement si c'est quelque chose qu'il a pris en dernière minute, mais en tout cas elle est bien partie et Anissa va venir confirmer ça, donc sa meilleure amie, qui sur le retour en fait à son domicile quand elle revenait de l'endroit où elle était la journée, eh bien elle va dire qu'elle a vu la voiture de Caroline garée à l'endroit même où elles avaient l'habitude de se garer avant d'aller faire leur jogging, puisqu'elle faisait le jogging sur un sentier le long du Loiret. À ce stade, les enquêteurs ont réussi à reconstituer un peu son week-end et à en apprendre plus aussi sur l'entourage et sur la vie finalement de Caroline, mais mis à part ça, il n'y a aucun indice, aucun élément matériel, aucune preuve. Je veux dire, il n'y a aucun témoin et de ce fait, ils ne peuvent s'avancer que sur des hypothèses, des suppositions qui ne mèneraient peut-être même nulle part. Et ils ont d'ailleurs 3 hypothèses probables, les 3 seules d'ailleurs qui pourraient s'avérer réellement concrètes. Les 3 hypothèses, c'est tout simplement soit petite 1, que ce soit quelqu'un qui habite dans le coin, qui aurait repéré Caroline quand elle allait faire son jogging et qui l'aurait finalement suivi dans le réel but de l'agresser. L'hypothèse numéro 2, ce serait qu'elle serait au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'elle serait tombée sur un prédateur sexuel. Et la 3e hypothèse serait que ce soit tout simplement quelqu'un qu'elle connaissait bien et que ce soit donc un crime vraiment personnel qui la visait vraiment elle pour des raisons qu'on ne sait pas. Alors vous en doutez peut-être, mais c'est la 3e hypothèse qui semble la plus probable aux yeux des enquêteurs et personnellement moi aussi je trouve que c'est peut-être une des plus probables. Et bien sûr les soupçons se dirigent en premier lieu vers son ex-petite amie, je veux dire il avait la réputation d'être violent avec elle, leur relation n'avait rien de tout beau tout rose, et en plus, ils se sont disputés la veille de sa mort. C'est d'ailleurs en faisant des recherches sur cette relation qu'ils se rendent vraiment compte de l'ampleur de à quel point leur relation était
mauvaise. Donc au départ, bien sûr, c'était l'amour fou, ils s'en rendent compte avec les témoignages, etc. Elle était folle amoureuse de lui, à tel point que Caroline parlait même de potentiellement refaire un enfant avec cet homme. Donc c'était réellement l'amour fou, mais très vite il se dégrade. Une autre facette de lui apparaît assez rapidement, et cette facette, c'est la facette d'un homme jaloux, possessif et violent. Il la suivait partout, savait partout où elle allait, ce qu'elle faisait, et en fait, c'était sa chose, quoi. C'était un homme qui était réputé pour être violent, non seulement avec les autres, et sûrement avec elle, et il y a plusieurs preuves qui pourraient montrer qu'en effet, il lui faisait du mal physiquement, puisqu'une fois, elle s'est retrouvée notamment avec un œil au beurre noir et des brûlures aux jambes, ce qui est extrêmement suspect. Elle avait d'ailleurs dit à son entourage qu'elle était malencontreusement tombée, mais malheureusement, c'est souvent des excuses que les femmes battues trouvent. Donc là, on se demande fortement si cet homme n'aurait pas pu aller plus loin ce dimanche 22 juin. Au moment de son meurtre, ça fait très peu de temps qu'ils sont séparés, c'est elle qui a pris cette décision, et c'est vrai qu'elle a longuement hésité, elle en a parlé à son entourage, puisqu'elle avait quand même assez peur de lui. Donc ça en dit beaucoup sur l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle, et sur la manière dont il se comportait avec elle, pour qu'elle ait à ce point peur. Son emploi du temps à lui est reconstitué et nous montre que le dimanche matin, il va quitter Arcachon pour se rendre à son domicile d'Orléans. Ses relevés bancaires vont montrer que plus tard dans la journée, précisément à 17h30, il sort de l'autoroute au péage de Saran, mais il affirme ensuite avoir regagné son domicile et y avoir passé la soirée seul. Ces relevés téléphoniques sont également scrutés et on se rend compte de quelque chose qui peut paraître un peu louche, puisqu'en effet, il a lui-même de son portable appelé son téléphone fixe 2 fois, une fois à 17h38 et une autre fois à 20h27. Ça peut paraître louche parce que ça peut un peu faire comme s'il se créait un alibi de toute pièce. Lui va déclarer bien sûr que non, qu'en fait c'est simplement qu'il avait perdu son téléphone portable et que donc il le faisait sonner pour le retrouver. C'est vrai que ça arrive assez souvent, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? On ne sait pas. Le concernant, on sait aussi qu'il connaît très bien l'endroit où Caroline a l'habitude d'aller courir, et donc il connaît donc évidemment ses habitudes, et qu'il n'aurait pas vraiment été difficile pour lui d'aller la rejoindre, voire même de l'attirer à cet endroit-là, pour, en prétextant, je ne sais pas, de parler ou quoi, vu que leur rupture était toute récente. Bref, on peut avoir mille et une suppositions sur ça. Il va cependant accepter de se dénuder pour prouver qu'il n'a aucune trace sur lui, puisqu'on suppose que Caroline aurait pu potentiellement se défendre et donc blesser son meurtrier, mais il n'a aucune trace, donc rien en fait qui peut permettre aux enquêteurs de le retenir ou de le lier de quelque manière que ce soit à la scène du crime ou à ce crime de manière générale. Donc à ce stade de l'enquête, ils reviennent un peu au point zéro, puisque l'ex-petit copain, à part ses rumeurs, à part le fait qu'il ait potentiellement été violent, en fait, il n'y a rien aucune preuve matérielle qui ne peut le relier. Il semble qu'il ait un alibi plutôt, en tout cas il en a un, solide ou pas, il en a un. Et donc, ils reviennent un peu à la case départ, sans preuve, sans témoin, sans rien du tout. Les enquêteurs vont s'intéresser donc aux caméras de surveillance qui se trouvent aux alentours de l'endroit où Caroline a été tuée, et c'est comme ça qu'ils tombent donc sur les images d'une caméra d'un parking qui se trouve non loin du sentier où Caroline allait courir. Et là-dessus, ils vont voir une voiture similaire à celle de son ex-compagnon, petit ami, avec un homme seul à bord à 20h31, mais malheureusement les images sont vraiment de trop mauvaise qualité, on peut pas réellement dire si c'est le petit ami en question ou pas, on peut pas l'accuser comme ça, surtout que les voitures du même type, il y en a beaucoup, donc encore une fois ça ne prouve rien, la plaque n'est absolument pas visible, vous vous en doutez bien, donc encore une fois c'est une preuve qui ne mène nulle part. Les enquêteurs vont s'intéresser à d'autres caméras de surveillance et vont se rendre compte qu'il y en a qui, en effet, auraient pu filmer quelque chose, et en tout cas auraient pu être très prometteuses, puisque ce sont des caméras de surveillance qui se situent au niveau des ponts de la ville. Ce sont des ponts par lesquels les voitures passent automatiquement lorsqu'elles rentrent. Donc si le petit ami de Caroline, puisque oui, ils sont encore quand même sur cette piste, ils ne veulent rien écarter du tout, même si pour l'instant ça ne donne rien. Donc si son petit ami a bel et bien
est bel et bien rentré dans la ville et s'il est impliqué dans le meurtre, il serait forcément passé par ce pont. Mais malheureusement, au moment de récupérer les images de vidéosurveillance, ils se rendent compte que ces images ont été tout simplement supprimées. C'est un manque de chance énorme, puisque si c'est bel et bien son ex-compagnon qui est coupable, ça aurait vraiment été une preuve accablante, et puis surtout une preuve qui aurait pu leur permettre de creuser beaucoup plus loin cette hypothèse, mais là ils n'ont toujours à rien. Ils vont quand même finir avec cette piste, on va dire, qui est donc la piste du petit ami, en lui faisant des prélèvements sous ses ongles pour voir s'il n'y a pas de traces, mais là encore, il n'y a aucune trace ADN. Alors sans témoin ni trace ADN, les policiers reviennent une fois de plus à la case départ et vont faire tout simplement des appels à témoins. Donc ils vont placarder des affiches sur le chemin du Loiret, ils vont même poster donc des agents un peu sous couverture, des agents de police sur le sentier, puisqu'ils se disent que peut-être qu'ils pourraient comme ça attraper quelqu'un qui aurait l'air louche, qui aurait l'air de revenir en quelque sorte sur la scène du crime, revenir chercher quelque chose, enfin on sait pas trop, ils espèrent tout de même voir quelqu'un apparaître, mais ben il n'y a rien qui se passe. 8 jours après le meurtre de Caroline, elle est enfin enterrée sans qu'aucune piste ne puisse mener à l'arrestation de son tueur. Les enquêteurs décident de suivre une autre piste et d'aller sur d'autres hypothèses, et de ce fait, ils se concentrent sur la théorie de la mauvaise rencontre, donc de l'agresseur sexuel potentiel. Pour ce faire, ils vont recenser tous les délinquants sexuels qui vivent à proximité de chez Caroline, et il y en a beaucoup, mais il y en a un en particulier qui va retenir leurs attentions parce qu'il pourrait correspondre de plusieurs manières à un potentiel suspect. Cette personne, c'est un homme qui a été arrêté en 2003 pour viol, et ça pourrait être un mode opératoire qui rappellerait le meurtre de Caroline, puisqu'il avait bien dit à sa victime qu'il voulait la tuer et que s'il la tuait, il la jetterait ensuite dans le Loiret. C'est exactement ce qui est arrivé à Caroline, puisqu'on l'a retrouvée sur les rives du Loiret. De plus, c'était un client de Caroline, donc dans son travail. Il la connaissait donc et il a été reconnu par des riverains comme étant un habitué des bords du Loiret, donc il aurait pu voir Caroline à plusieurs reprises venir faire son jogging et donc savoir à peu près quel jour elle vient et repérer de ce fait un peu et puis venir pour l'agresser et pour la tuer. En plus de cela, il apparaît que son téléphone est borné près du sentier où Caroline a été assassinée, mais malheureusement cet élément va s'avérer absolument inutile, puisque s'il a borné près du sentier, c'est simplement qu'il vit près du sentier, donc ça n'est pas réellement une preuve recevable. Son ordinateur comprend beaucoup de recherches sur le crime, ce qui met tout de suite la puce à l'oreille aux enquêteurs, et en plus de ça, on découvre qu'il consulte assez souvent des contenus sexuels extrêmement violents qui pourraient donc correspondre à ce qu'a subi Caroline. Mais malheureusement, c'est encore un retour à la case départ, puisque il est impossible de le situer sur la scène de crime, et de ce fait, il n'y a aucune preuve matérielle qui puisse le positionner aux alentours ou sur la scène de crime, eh bien ça ne peut rien donner dans tous les cas. Ils ne peuvent absolument pas continuer de l'accuser en fait, puisqu'il n'y a aucune preuve. Du coup, ils le relâchent et repartent finalement sur la thèse de la connaissance au vu de la violence avec laquelle Caroline a été assassinée. Ils se disent vraiment que ça ne peut être personne d'autre qu'une connaissance, parce que il y avait vraiment comme de la haine envers Caroline, envers vraiment la femme qu'elle était. Donc, ils repartent sur le test de la connaissance, qui aurait été dans une colère absolument monstre contre Caroline. Ce qui les fait donc rebrousser chemin et revoir la thèse de la connaissance, et notamment du petit ami, c'est la disparition de la bague de Caroline, qui semble anodine du premier regard, mais en réalité c'est un élément qui va être très important, surtout quand on connaît la signification de cette bague. Donc cette bague volée avait une signification bien spéciale, puisque Caroline l'avait achetée pour faire croire à son ex-petite amie qu'elle avait de nouveau quelqu'un dans sa vie, et que donc ça aurait été lui qui lui aurait offert cette bague, et ça aurait été donc un moyen pour faire reculer définitivement son petit ami et l'empêcher de venir forcer encore pour qu'ils se remettent ensemble, puisque lui n'était pas trop
chaud pour se séparer définitivement d'elle. Cet élément vient évidemment réveiller les soupçons sur encore l'ex-petite amie. Décidément, il est partout dans cette affaire et pourtant, il ne lui est rien arrivé, vous allez le voir. Pendant la semaine qui a précédé les obsèques de Caroline, sa mère, donc Françoise, a reçu un coup de téléphone de cette ex-petite amie qui lui a dit texto « Il faut qu'on parle, j'ai fait une grosse bêtise ». À ce moment-là, Françoise, elle avait pas trop la tête à ça, voilà, elle préparait l'enterrement de sa fille, ce qui doit être déjà assez compliqué, voire très compliqué à gérer. Et donc elle n'a pas trop fait attention plus que ça. Et c'est après coup qu'elle s'est rendue compte que peut-être qu'il avait quelque chose de vraiment important à dire. Puis en plus, le j'ai fait une bêtise, ça sous-entend que peut-être il aurait quelque chose à voir. Mais quand il est réinterrogé sur ce qu'il aurait déclaré, il dit que ça devait être une erreur et voilà, que c'est non, ça veut rien dire du tout et que ça veut absolument pas dire qu'il aurait quelque chose réellement à voir dans cette affaire. Et donc c'est le 21 septembre 2009 qu'il est mis en garde à vue et interrogé pendant des heures, notamment sur cet appel téléphonique qui semblait vraiment suspect. Lui va donc, comme je vous l'ai dit, nier tout en bloc ce qu'il a pu dire ou quoi, que non, c'est pas vrai et tout. Et il y a même un psychologue qui va venir et qui va dire qu'il est complètement cohérent dans ses réponses et que donc il n'y a pas de raison de croire qu'il pourrait mentir ou quoi. Puisqu'il a l'air absolument en accord avec ce qu'il dit, il va donc ressortir sans rien avoir. Les mois passent, l'enquête est toujours au point mort, il n'y a absolument aucun rebondissement, jusqu'à l'année suivante, 1 an après la mort de Caroline, il y a une autre affaire qui va relancer celle de Caroline Marcel, qui est l'affaire d'une joggeuse, Marie-Christine Odo, qui était elle aussi âgée de 42 ans lorsqu'elle a été tuée, et qui va, par des similitudes, déjà voilà, c'est joggeuses toutes les deux, va relancer l'enquête dessus et va potentiellement faire naître un nouveau suspect. Un homme est donc arrêté pour le meurtre de cette joggeuse qui est survenu à une centaine de kilomètres sûrement d'Olivet, donc la ville où a été assassinée Caroline. Alors c'est vraiment pas loin pour le coup, ça pourrait très bien en effet être des affaires liées, mais vous allez voir qu'il y a quand même des petites différences qui font qu'on voit bien qu'on n'est pas sur le même tueur. L'homme en question habite dans la ville de Caroline, il s'appelle Manuel Ribeiro Alves da Cruz. C'est un récidiviste qui avait déjà été condamné pour viol sur mineur il y a quelque temps et qui a donc récidivé sur Marie-Christine. Pour ce faire, il a repéré cette femme qui allait donc faire son jogging seule et l'a suivie avant de la faire monter dans sa voiture de force, évidemment. Il l'a fait monter dans son coffre et Marie-Christine, elle, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire, mais en fait elle a envoyé des textos, elle avait son téléphone, et elle a pu garder son sang-froid et envoyer des textos pendant qu'elle était dans le coffre de la voiture à des personnes qu'elle connaissait, en disant voilà, il m'est arrivé quelque chose, il est comme ça, machin. Ce qui va d'ailleurs grandement aider après pour l'enquête qui va suivre, mais en tout cas elle envoie ses textos, lui va se rendre compte qu'elle est en train de communiquer, il va arrêter la voiture, lancer son téléphone dans un fourré et va l'emmener dans les bois. Il l'emmène donc dans une autre commune, va l'emmener dans les bois où il va la violer, donc la déshabiller, la violer et ensuite la laisser dans l'état, donc dénudée, attachée à un arbre et il va s'en aller. Marie-Christine va réussir à se détacher de l'arbre et va courir chercher de l'aide, donc elle court à travers bois et atterrit sur la route et stoppe la première voiture qui va arriver en fait. Et dans son malheur, cette première voiture sera tout simplement celle de Manuel qui, terrifié en fait, va la prendre, va la ramener dans les bois et en fait de panique, il ne sait pas quoi faire et il va tout simplement l'étrangler et donc la tuer. Donc au moment où Caroline a été assassinée, lui habitait bien Olivet, donc 1 an plus tôt, et un témoin, enfin même déclaré, qu'il l'aurait aperçu quelques jours avant sur le parking où stationnait Caroline quand elle allait faire son jogging. Il niera et dira même qu'au moment des faits, il s'était fait opérer du bras, donc il aurait été impossible pour lui de commettre ce crime, parce que ça a été un crime quand même d'une grande violence, et que avec son bras cassé, ça aurait été impossible, et en effet, les enquêteurs se rendent rapidement compte qu'il n'y a aucune preuve supplémentaire contre lui et qu'en fait les deux affaires sont pas si similaires que ça
puisque Manuel, dans l'affaire de Marie-Christine, a en fait l'a étranglée à la fin, mais plus pris de panique, de ne sachant que faire en fait, et puis pour camoufler un peu le fait qu'il avait violé, puisqu'en plus c'était une récidive, et ben il a paniqué, il l'a étranglée. Alors que dans le cas de Caroline, c'est vraiment prémédité, enfin, ou en tout cas, il y avait cette volonté de lui faire du mal, et l'agression sexuelle n'a eu lieu que post-mortem, ou alors quand elle était inconsciente, donc c'était pas le but premier du meurtrier de l'agresser sexuellement. Au final, ce qui ressort du crime, c'est que son agresseur devait bel et bien la connaître ses habitudes, il devait même la surveiller sûrement de près pour pouvoir être à ce moment-là avec elle et à ce moment-là pouvoir la tuer. En 2022, donc après des années et des années d'inactivité et de non-réponse en fait, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas le dossier est transmis au pôle d'instruction spécialisé dans les affaires non résolues de Nanterre, et c'est le juge d'instruction Nathalie Turkey qui a repris les investigations. Et c'est 2 ans plus tard, en 2024, donc cette année, qu'un coup de tonnerre retentit dans l'affaire, puisque le 16 janvier, donc tout début de cette année, un homme de 34 ans qui n'était jusque-là absolument pas apparu dans l'affaire est placé en garde à vue à Toulouse. C'est suite à des analyses ADN que on peut en effet le relier à Caroline, puisqu'on trouve son ADN sur ses clés de voiture, ce qui prouve qu'il a été en contact avec Caroline très peu de temps avant sa mort, puisqu'en effet sa voiture c'est la dernière chose en fait qu'elle a faite avant de mourir. C'est la dernière chose qu'elle a pris, qu'elle a potentiellement touchée. Il a été donc mis en examen le 20 janvier et l'homme aurait jusqu'à maintenant nié toute implication, et c'est le dernier rebondissement qu'on a dans cette affaire. Aucune réponse de plus, on n'est pas vraiment plus avancé finalement. Donc aucune certitude n'est finalement ressortie de ce dernier rebondissement, même s'il implique une autre personne, un autre suspect potentiel dans cette affaire. Mais du coup, est-ce qu'on va vraiment finir par découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Caroline? Est-ce qu'on va finalement trouver des preuves après tout ce temps, parce que l'affaire remonte à 2008, on est aujourd'hui en 2024. Plus le temps avance, moins les preuves vont pouvoir être récoltées, surtout qu'il n'y en avait déjà pas à l'époque. Peut-être des nouveaux témoins qui auraient pu se manifester, peut-être quelqu'un qui sait quelque chose quelque part, on ne sait pas. En tout cas, on espère que cette piste donc, qui a été découverte début 2024 va révéler quelque chose, mais en tout cas, dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos hypothèses, laquelle vous trouvez la plus probable, ou alors peut-être même une hypothèse qui n'est pas encore sortie et que vous croyez à aucune d'entre elles. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!